je suis reçu par Annie Belin, qui, dans sa salle de cours, en fait, hein, quelque part. Voilà, qui est une salle de cours, de séminaire. Elle vient d'ailleurs de sortir à l'instant de sa salle, de son activité. C'était très long, je crois. Toute l'après-midi, même, je crois. Non, 4 heures. Oui, 4 heures, oui. Ouais. Et c'est toutes les combien Normalement, c'est tous les 15 jours. Mais là, on a fait plusieurs semaines de suite. C'est ça. Donc, mais tous les 15 jours. Autrement, c'est 2 heures. Non, c'est 4 heures. 3 heures, 2 fois. Alors, vous pouvez nous... Bon, on va peut-être commencer comme ça, oui. Rebondir. Qu'est-ce qui se passe dans cet enseignement? Comment vous le concevez? C'est à la fois, j'ai bien compris, c'est un enseignement, mais aussi où les participants sont très impliqués de cette manière. Oui. Parce que pour moi, l'astrologie, c'est un outil pratique. Et ce que je propose toujours aux personnes, c'est de travailler sur leur thème. Donc, quel que soit le sujet du cours, de toute façon, il y a un travail sur les thèmes. D'autant plus que, vous voyez, ça se fait par petits groupes. C'est un maximum de 5 personnes. Donc, c'est un travail très personnalisé. Et vous avez plusieurs groupes que vous suivez? Oui, tout à fait. Oui, là, c'est des premières années qui viennent le jeudi, mais j'ai des deuxièmes années qui viennent le samedi. Lundi prochain, je fais tout un atelier toute la journée pour des quatrièmes années, des gens qui sont déjà bien... Vous êtes donc l'enseignement, c'est peut-être votre investissement le plus important par rapport à l'astrologie? Non, je me partage entre les cours et les consultations. Les deux s'équilibrent et m'intéressent autant. Alors comment vous les percevez différemment? Alors est-ce que l'enseignement, parce que l'enseignement c'est aussi une forme de consultation, en fait, quelque part. En tout cas, vous leur donnez un outil qui, moi je dirais la différence c'est que l'enseignement, vous leur donnez un outil qu'ils apprennent à s'utiliser, alors que avec la consultation, vous leur faites profiter d'un outil dont ils n'ont pas la maîtrise. Absolument, voilà. Les gens qui viennent en consultation, je leur parle un minimum du symbolisme astrologique, je leur parle de leur thème, de leur vie, tandis que les gens qui viennent en cours s'intéressent à la technique astrologique, mais en même temps, effectivement, il y a un travail toujours sur leur thème. Mais l'application pratique, toujours. Ils sont, je dirais, j'ai l'impression que vous employez souvent, ils sont plus exposés à l'astrologie. C'est-à-dire qu'ils risquent plus d'être accros à l'astrologie, si on veut. Oui, puisqu'ils en apprennent. C'est un investissement quand même de venir 2 fois par mois. Oui. Des gens qui sont intéressés pour connaître le langage symbolique. Ce qui ne veut pas dire qu'ils veulent devenir astrologues, si j'ai bien compris. Non. Hein? Certains, j'en ai formé quelques-uns qui sont maintenant astrologues, mais c'est pas la majorité. C'est un peu des paradoxes de ces cours. En fin de compte, on croit souvent qu'un cours, c'est forcément pour devenir professionnel. Et en fait, quelles sont les motivations? Peut-être qu'ils le deviendront un jour, parce qu'il y a des gens qui deviennent astrologues dans un deuxième temps. Tout à fait. Bon, il y en a qui le font vraiment avec cette optique-là, mais c'est rare. Mais j'ai quand même eu une personne, c'était très intéressant, qui est venue par la chambre de commerce. Parce qu'elle avait suivi un stage à la chambre de commerce pour monter son entreprise d'astrologie. Et donc, évidemment. Ce qui était très étonnant, c'était qu'elle ait été acceptée pour ce genre de... J'ai déjà entendu ce genre de cas de figure. Oui, tout à fait. Et donc, dans ce stage, il était obligatoire de faire un stage en entreprise. Oui. Donc, elle m'a contactée et je lui ai proposé de participer au cours. Et du coup, ça l'a intéressée. Mais est-ce qu'on forme de la même manière? C'est une question que je me suis beaucoup posée au cours de ma carrière, parce que moi aussi, j'ai dirigé une école d'astrologie pendant pas mal d'années. Est-ce qu'on forme de la même manière? Moi, je demandais toujours aux élèves, est-ce que vous voulez être astrologue ou est-ce que vous voulez simplement vous imprégner d'outils astrologiques? Et je ne faisais pas le même cours pour ces deux populations. J'ai peut-être pas suffisamment d'élèves pour partager les cours. Non, parce que si vous voulez, il y a des ficelles du métier, il y a des façons de parler de la façon dont on va travailler, qui ne sont pas forcément celles que attendent les personnes. Parce que vos élèves en astrologie, bon, ils sont quand même, je dirais pas en thérapie, mais enfin, ils sont quand même dans un travail de recherche sur eux-mêmes. Bien sûr. Et celui qui veut devenir astrologue, il n'a pas forcément cette motivation, à la limite. Je pense qu'il faut quand même passer par là. Ah oui, d'accord. Oui. C'est un vaste débat. Faut-il que les astrologues croient en l'astrologie?
le débat du problème du transfert. Est-ce que l'astrologue doit avoir forcément... Parce que, alors on retombe sur notre premier intervenant, le décalage entre la demande du client et puis ce que l'astrologue peut apporter. Comment vous gérez comment vous ajustez les deux choses que vous pouvez faire et ce qu'on attend que vous fassiez? De toute façon, je précise toujours aux gens qui prennent rendez-vous ce que je fais, comment je travaille, de façon à... Donc vous faites de l'ajustement avant même que la consultation ait lieu. Bon, c'est déjà une façon quand même. Je leur demande toujours ce qu'ils recherchent, quelle est leur demande. Et si effectivement c'est seulement d'avoir des prévisions de l'avenir, je leur explique que c'est pas du tout ma façon de travailler. C'est pas le genre de la maison. Non. Et c'est pas la peine qu'ils perdent leur temps et leur argent pour quelque chose que je ne rapporterai pas. Encore que l'investissement pour une consultation est quand même beaucoup plus faible que pour un cours. Bien sûr. Pour les élèves aussi, vous avez comment ça se passe quand quelqu'un vous dit je veux apprendre l'astrologie? Vous avez aussi une façon de mettre les choses au point? Oui, bien sûr. Bien sûr, je leur explique comment je travaille. Et puis je leur propose toujours d'essayer et puis de voir si ma façon d'enseigner, l'ambiance du cours leur convient. Ils viennent pour une fois ou deux, comme ça? Oui, tout à fait. Ah oui, c'est pas mal ça. Ils viennent à l'essai. Bien sûr. Ah oui, bah ça c'est très honnête, hein, effectivement, cette façon de procéder. Alors comment vous définiriez, puisqu'on est quand même dans une télévision astrologique, comment définiriez-vous votre astrologie par rapport à celle d'autres astrologues? C'est une astrologie humaniste. D'accord, oui. À laquelle j'ajoute l'astrogénéalogie aussi. Oui, elle fait partie donc de ces astrologues qui donc vont étudier les thèmes de toute la famille ou de tous les ascendants. Ça c'est rare, mais ça arrive quelquefois. Mais déjà dans le thème natal, avec les maisons qui parlent des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, ça permet déjà de débusquer un petit peu les problématiques, et puis après je complète avec l'arbre généalogique. Et vos élèves, ils passent par là aussi? Oui, mais seulement en 4e année. Ah oui, c'est ça. Ouais. Alors vous pouvez nous détailler... Un petit complémentaire après. D'accord, oui. Mais par contre, vous pouvez le faire en consultation? Ah oui, ça je le fais presque systématiquement. Ah, et donc vous leur demandez d'office de rechercher les données des... Non, Faites vous-même Non, oh là. C'est d'abord une recherche sur le thème astrologique, et ensuite, s'il y a lieu, s'il y a vraiment des problématiques qui ressortent, et si la personne est intéressée, je construis l'arbre avec les renseignements qu'elle a déjà. On a tous quand même certaines connaissances. La date de naissance des parents, mais pas forcément des grands-parents. Oui, et après, effectivement, si la personne est intéressée, s'il y a vraiment une problématique héritée, bon, tout à l'heure j'avais en consultation une personne qui n'arrive pas à avoir d'enfant, et effectivement, en construisant son arbre, on s'est rendu compte qu'elle était complètement en lien avec une arrière-grand-mère qui a abandonné son enfant, qui a eu un enfant hors mariage et qui l'a abandonné. Et elle porte le même prénom, elle est née à la même date, donc elle est complètement en lien avec cette histoire-là, et évidemment ça ne facilite pas pour avoir des enfants. Donc à la suite de ça, elle a eu envie d'interroger son père sur cette histoire-là. Donc je ne leur demande pas de faire des recherches avant, mais c'est seulement après coup, s'il y a besoin, s'ils sont intéressés, pour et un donc, complément. ça, essayez de nous convaincre ça vous paraît extrêmement éclairant finalement? Ah oui. Ah oui. Et vous pensez qu'il y a un manque si on ne le fait pas? Enfin, il y a des clés dont oui, à mon avis, se prive. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas toujours aussi évident. Il y a des gens qui n'ont pas spécialement de problématiques, mais quand il y en a, c'est vraiment souvent une réponse, une clé incontournable pour moi. Mais qui passe par le thème de ces personnes-là. Oui. Ça, c'est ça, c'est pas la psychogénéalogie classique. Non, c'est vraiment à travers le thème de la personne, en fonction des maisons, et puis de Chiron, de la lune noire, qui sont quand même des significateurs importants des problématiques transgénérationnelles, que je repère les problématiques et qu'ensuite je précise avec l'étude de l'arbre généalogique. Alors, comme je vous l'avais dit, et comme on est dans une phase de recherche au niveau prévisionnel, et que notre temps n'est pas très long, donc on va peut-être axer un peu plus sur la question des prévisions.
d'abord au niveau de ce que vous disiez, c'est-à-dire quel degré de prévision vous considérez comme raisonnable dans votre consultation, ou n'en faites peut-être pas du tout, je ne sais pas, c'est aussi une possibilité. Non, non. Bien qu'en astrologie humaniste, ils aient des techniques qui le oui, bien permettent. sûr, mais bon, c'est pas mon but du tout. Oui, vous disiez au départ que quand on vous demandait des prévisions, vous dites que c'est pas votre affaire. Non. Donc vous êtes... alors quelles sont les raisons, Annie Belin, c'est peut-être pour ça que vous êtes à l'AFDAF d'ailleurs, quelles sont les raisons qui vous ont amené ou qui vous êtes dès le départ? Est-ce que c'est parce que ça ne marche pas ou est-ce que c'est contraire à votre philosophie? C'est contraire à ma philosophie, c'est contraire à mon idée de l'astrologie. Pour moi, c'est un outil de connaissance de soi. Et je dis toujours aux personnes qui me demandent mais qu'est-ce qui va se passer, mais est-ce qu'il va arriver ceci ou cela? Ça dépend de vous de le faire arriver ou pas. Et maintenant, je peux vous aider à voir comment vous pouvez faire arriver ce que vous souhaitez. Ça, oui. En revanche, bon, je vois quelques affiches. Quand on parle de Pluton en Capricorne, par exemple, conférence, je pense que ça, c'est quand même une forme de prévision, probablement. En tout cas, c'est une volonté d'expliquer comment les événements se produisent. Oui, c'est ça. Donc au niveau mondial, c'est beaucoup plus, ça vous paraît plus pertinent finalement, si j'ai bien compris. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Mais de voir comment c'est en lien, comment... bon, j'aime bien toujours les retours historiques et de voir... bon, par exemple, en ce moment, Uranus qui entre en Bélier, bon, de voir tous les moments importants de l'entrée d'Uranus en Bélier, des conjonctions Jupiter-Uranus en Bélier, puisque, bon, il y a eu en 334 avant Jésus-Christ Alexandre le Grand, l'an 1 avec tout de même le début de notre chronologie actuelle. Vous êtes passionné d'histoire, en fin de compte, d'une certaine manière. Ben, des mouvements cycliques que je trouve très très intéressants. Mais c'est des mouvements cycliques de très longue ampleur, si j'ai quelque part, non? Oui. Bon, une autre conjonction Jupiter-Uranus sur le premier degré du Bélier, c'était la création des États pontificaux. Une autre, c'était l'observatoire de Greenwich. Donc, de voir un petit peu tout... Oui, ça permet d'éclairer la configuration actuelle. Voilà. Alors, c'est pas pour autant que je vais faire des prévisions, de dire ce qui va se passer, ça je n'en ai aucune idée, de toute façon j'en suis bien incapable, mais de montrer un petit peu l'ambiance que ça peut apporter, de renouveau, de renaissance, de changements importants, de changements brusques. Alors, bon, il y a plusieurs écoles en astrologie mondiale, hein. Il y a l'école actuellement qui est assez importante des planètes dans les signes, et puis il y a l'école des conjonctions entre planètes. Moi, je travaille beaucoup avec les cycles planétaires. Oui, c'est ça, donc pas forcément dans l'histoire de Pluton dans un signe, etc. Ouais. C'est qui est revenu à la mode, mais c'est vrai que, excusez-moi de poser une question, vous faites l'astrologie depuis à peu près combien de temps? J'en fais depuis très très longtemps, professionnellement depuis 97. Depuis la dernière conjonction Jupiter-Uranus. Et à titre personnel À titre personnel, ça remonte très très loin. Ça m'a toujours intéressé. D'accord. Donc non, parce que je dis ça, pourquoi? Parce que au cours des années, il y a eu différentes modes en astrologie. Il y avait différentes théories qui étaient avancées. Et donc actuellement, on parle beaucoup d'Uranus. On parle beaucoup des planètes en signe cardinal et en signe, alors qu'il y a 10 ans, on aurait plutôt, à l'époque en 89, on parlait de Uranus-Neptune, Saturne-Neptune, etc. Donc il y a des modes. Effectivement. Est-ce qu'il y a, à votre avis, il y a une philosophie de l'astrologie? Est-ce que le cycle c'est une notion importante en astrologie pour vous? Alors, pour moi, oui, c'est fondamental. De toute façon, en astrologie humaniste, c'est quelque chose de très très important. Et c'est justement tout ce mouvement historique qui m'intéresse. Je voudrais que, si vous pouvez m'inviter, est-ce que vous pouvez nous développer justement l'importance du cycle en astrologie humaniste? Parce que c'est peut-être un des aspects qui est le moins compris, je trouve. Ah oui. Par exemple, vous voyez, vous avez derrière vous le cycle de la lunaison, parce que je me réfère toujours à ça, je repropose toujours aux élèves de se référer à ça. Pour moi, ça éclaire à la fois justement ce mouvement de la vie, ce mouvement cyclique, ce mouvement évolutif, et puis aussi simplement la symbolique des aspects. Quand on voit le premier quartier et le dernier quartier de lune, on voit bien que ce n'est pas du tout la même chose. Ça a beau être un carré l'un et l'autre, un carré croissant, un carré décroissant, ça n'a pas du tout le même sens.
Un carré croissant, on est dans l'action, dans la construction. Un carré décroissant, on est dans la conscience, dans la réflexion. Alors ça, mais ça, c'est aussi vrai au niveau de la naissance. D'après le moment de la naissance, on est déjà dans un système comme ça, je crois. Bien sûr. Mais on peut aussi étudier, oui. On est à un moment donné, c'est un instantané dans un mouvement perpétuel. Et donc c'est important de se référer toujours à la conjonction d'avant, qui a été le début de ce cycle-là de planètes. Et puis de voir ensuite le déroulement du cycle. Et bon, je veux dire, c'est comme la marée, c'est plus important de savoir si elle monte ou si elle descend que de connaître le coefficient exact de la marée. Si je comprends bien, finalement, cette forme d'astrologie, elle se base sur le thème natal, mais elle resitue le thème natal dans un processus collectif qui est celui d'une lunaison qui a été vécue par des tas de gens. Bien sûr. Ça évite de tomber complètement dans l'autisme du thème natal. On retombe dans une astrologie mondiale, enfin dans une astrologie, disons, oui, d'un mouvement. Des cycles qui sont communs à tout le monde. Absolument, puisqu'on est à un moment donné du cycle, mais qui a débuté avant. On renvoie tout le monde il y a une convergence. On renvoie tous les gens qui ont des thèmes, finalement, on les ramène au même point, qui est le point de la lunaison qui a précédé, par exemple. Oui, c'est-à-dire que c'est là que les choses ont débuté. Mais ça vaut pour tout un ensemble de gens, c'est bien. Oui, ce que j'ai bien oui, mais chacun est né à un moment différent de ce mouvement. Mais c'est ça, il illustre un moment différent d'un mouvement dont on a la clé. Il incarne un moment particulier. D'accord. Et pourquoi est-ce que... parce que moi j'ai activé par exemple Samuel Jean Gutenberg par exemple sur ces questions, mais il y a des choses qui m'échappent toujours. La notion de 30 ans est importante, je crois, en astrologie humaniste, non? C'est le cycle de Saturne, plus oui, ou moins. Oui, c'est ça, mais est-ce que c'est pas aussi le cycle de la Lune avec un jour égal un an? Alors voilà, puisque de toute façon, ça fait le même temps, c'est 29 ans. Oui, mais est-ce que justement, c'est l'ambiguïté, est-ce que c'est le cycle de Saturne ou est-ce que c'est les deux? C'est les deux, puisque Lune et Saturne, c'est les deux images parentales. Ah, oui, et donc, c'est vraiment comment devenir un véritable individu, comment devenir son propre père et mère intérieur. C'est le retour de la lunaison progressée et de Saturne transit. Oui, mais ça ne coïncide pas, puisque ce sont deux notions astronomiques qui sont différentes, finalement. C'est-à-dire que lorsque Saturne revient à sa position natale, on a eu le temps de faire la lunaison progressée. C'est ça, aussi. Parce que ça se situe au niveau du transit de Saturne sur sa position radicale. Voilà. Et donc, c'est quand même... Donc, qu'est-ce que vous entendiez en disant que Lune et Saturne, ce sont c'est une idée qui est chez Rudyard, ça, cette idée oui, tout à fait, oui, je ne connaissais pas. Donc Lune et Saturne, c'est les deux parents? Oui, c'est les deux planètes de l'individuation. La Lune, c'est l'archétype de la mère en tant que nourricière et protectrice, et puis Saturne, le principe père, l'autorité du père. Et donc, c'est le retour de la lunaison progressée et de Saturne transit, c'est le moment de devenir un véritable individu, de prendre soin de soi-même, de subvenir à ses besoins tout seul, et puis de s'autoriser à être un véritable individu, de s'autoriser à être soi-même, de ne plus se référer à la loi des parents, mais à sa propre loi intérieure. Donc il n'est pas dans la dialectique Soleil-Lune, en fait, quelque part, à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là. Oui, parce qu'il étudie la lunaison, mais en revanche, Saturne est... Je ne savais pas exactement. Mais c'est quand même Soleil, Lune, Saturne, puisque la lunaison, oui, c'est ça. Donc la lunaison, c'est en réalité... Le rapport entre la Lune et le Soleil. Oui, c'est pas la Lune toute seule. Mais Saturne, alors lui, alors c'est un paradoxe, parce que Saturne, est-ce qu'il fait cycle avec une autre planète ou pas? Il fait cycle tout seul, il est en cyclicité avec le thème natal, mais est-ce qu'il est en cyclicité avec... Après, il y a tous les avec cycles. Un soleil supérieur, je ne sais pas quoi. Oui. Après, il y a tous les cycles de Saturne avec les voilà, planètes, c'est ça, bien sûr. Donc c'est ça. Donc il y a d'un côté le cycle Soleil-Lune, et de l'autre côté Saturne en rapport avec les autres planètes. Enfin, Saturne par rapport à lui-même. Déjà, et puis par rapport à lui-même. Déjà par rapport à lui-même. Les 3 temps de Saturne. Le premier cycle de Saturne, c'est toute une récapitulation du passé, toute la transmission familiale, toute l'éducation. Le deuxième temps de Saturne, donc en gros de 30 à 60 ans, c'est le présent, c'est être soi-même, c'est prendre sa place dans la vie, dans la société. Et puis après la soixantaine,
préparer le futur, c'est préparer la transmission pour les générations futures. Alors je vois que vous avez sur votre table un ouvrage assez étrange qui est les degrés... Les symboles sabiens. Enfin, étrange, il est un peu étrange parce que c'est quand même une partie ésotérique de l'astrologie. Oui. Et ça fait toujours un petit peu... Enfin, ça fait toujours... C'est important pour vous, il y a un côté voyance dans les... Enfin, il y a un côté, l'origine des... Un petit peu médiumnique. Il a fait appel à un médium pour faire ça. C'est symbolique, c'est des degrés symboliques. Je les utilise pas. Donc c'est par hasard qu'ils sont là en fait. Non, c'est pas par hasard. Ils sont là. Je les utilise occasionnellement quand je pense que ça peut apporter une réponse. C'est parce que tout à l'heure j'avais une dame qui avait Neptune à l'ascendant, donc je savais qu'elle serait réceptive à ce genre de choses. Je l'utilise pas systématiquement. Ça permet parfois de corriger l'heure de naissance, par exemple. Enfin, on le faisait autrefois pour ça. C'est difficile, mais si on change le degré ascendant, on a peut-être quelque chose de plus vrai. Vous voyez, c'était Neptune à l'ascendant et elle n'arrêtait pas de dire je suis noyée. Il n'y a pas de doute sur l'heure de naissance. Oui. Mais c'est pas systématique, mais quelquefois ça apporte un plus. Alors, il y a un sujet que je voudrais qu'on aborde très rapidement. La question de la voyance, par exemple. Quand on voit un peu le mot voyance, qu'est-ce que ça vous fait Alors, déjà, ça me dérange toujours parce que les gens, en général, confondent l'astrologie et la voyance. Oui. Et même, moi j'utilise beaucoup un site internet qui s'appelle astrothème.fr, qui est très très pratique pour donner tous les thèmes des personnalités. Dont je fais partie d'ailleurs, curieusement. Oui. Donc je trouve ça très très pratique. Mais qu'est-ce qu'on voit quand on ouvre le site ? Voyance, publicité, on parlait de publicité. Oui, mais ça entretient cette confusion dans l'esprit du public qui est vraiment dommageable pour les... Une vieille promiscuité, ça, parce que vous savez que dans les revues d'astrologie comme Horoscope, comme Astre, Astral, il y avait des astrologues très sérieux qui faisaient les articles, et puis la publicité était toujours celle des voyants. Il y a une sorte de synergie économique, pas forcément intellectuellement, mais il y a une synergie économique à laquelle on peut difficilement renoncer parce que ils apportent quand même pas mal d'argent, ces gens-là, finalement. Est-ce que, justement, à ce propos, est-ce que vous pensez que, c'est une question, est-ce que vous pensez que les voyants ont plus de clientèle, ont plus de fréquentation que les astrologues? Il semblerait, je n'ai pas encore des chiffres, mais comme je fais des interviews parfois de voyants, j'ai l'impression qu'ils sont toujours très, très occupés, c'est un peu l'abattage, enfin, je veux dire, effectivement. Alors, il y a des voyants très, très sérieux, très honnêtes, qui ont vraiment des dons, et puis il y en a beaucoup d'autres. Mais vous-même, vous ne pensez pas que vous avez quelques dons quand même pour travailler De voyance, pas du tout. Non, enfin, on peut appeler ça... Non, dons, pas forcément de voyance, mais des dons d'intuition, des dons... Est-ce qu'il faut être doué pour être astrologue, en fin de compte est-ce que parmi vos élèves, il y en a qui sont plus doués que d'autres, par exemple, je ne sais pas Oui, mais ça... Qu'est-ce que c'est qu'être doué pour l'astrologie, pour faire de l'astrologie, à votre avis? Moi, je vais dire que la première qualité d'un astrologue, à mon avis, c'est sa qualité d'écoute et de respect de l'autre. Oui. Alors, bien sûr, il y a la technique astrologique qui s'apprend, ça, c'est sûr. Et puis... C'est le relationnel, en fait. Oui, moi, je trouve que ça, c'est prioritaire, parce que ça ne s'apprend pas. On l'a ou on ne l'a pas, enfin on peut le développer bien entendu, mais moi ce qui me fait très peur, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est les gens, qu'ils soient astrologues, voyants ou n'importe quoi, qui sont dans l'abus de pouvoir, qui sont dans l'affirmation, qui sont dans... Alors au niveau justement de l'enseignement que vous... Est-ce qu'il y a un moment donné justement où les élèves sont... Je ne sais pas du tout, mais je ne connais pas votre point, sont confrontés à des situations de consultation. Alors, ce que je leur propose, c'est quatrième année, ou je sais pas encore. Oui, des ateliers d'interprétation. Avec des gens qui viendraient éventuellement pour voir l'astrologue, en fin de compte. Oui, tout à fait. Alors ça, je le fais rarement parce qu'il faut des gens qui soient déjà bien expérimentés et qui en aient envie aussi. Mais ça, c'est très très intéressant, bien entendu. Est-ce que vous avez de mettre en situation comme... Est-ce que vous avez, je touche à des sujets un peu sensibles, est-ce que vous avez des élèves qui pourraient éventuellement assister à votre consultation qui seraient en stagiaire, qui seraient
comme ça, je ne sais pas, on peut rêver, je veux dire. Non, ça me semble pas éthique par rapport à la personne qui vient en consultation. Je ne sais pas, en tout cas ça pourrait être formateur, c'est certain. Oui, bien sûr. Pour les élèves. Mais... Est-ce que ça ferait vraiment problème pour la personne qui... Je ne suis pas absolument certain. C'est quand même très intime, c'est comme une consultation chez un médecin. Oui, mais pourquoi n'y aurait-il pas 2 astrologues, après tout? Il peut très bien y avoir, dans beaucoup de domaines, enfin, je ne pense pas qu'il y ait, enfin, je n'imagine pas de vrais problèmes. Je n'ai jamais envisagé, en fait. Oui. Je ne sais pas, je ne pose pas forcément cette question, mais puisqu'on parle de cette question d'information... Alors comment ça se termine? Alors comment termine-t-on sa formation d'astrologue? On la termine jamais. Non, je veux dire, dans votre système, je ne sais pas, vous décernez peut-être un diplôme de fin d'études ou je ne sais pas. Non, je ne discerne pas. Enfin, en tout cas, comment ça s'arrête la prise en charge de l'élève? Généralement, les gens arrêtent parce que ça leur suffit ou parce qu'ils partent, ils déménagent, ils changent de région. Autrement, en fait, vous seriez toujours disposé à les prendre. Oui, là par exemple, je propose lundi prochain, comme je le fais de temps en temps, un atelier sur les transits actuels, sur la conjonction Jupiter-Uranus et tout ce qui se passe en ce moment. Donc, je le propose à tous mes anciens élèves, donc certains sont intéressés pour venir réfléchir là-dessus, sans pour autant suivre une formation depuis déjà un certain temps. Je présente toujours comme un outil de connaissance de soi, avant tout. Comment ça fonctionne? Alors ça, j'en suis bien incapable de l'expliquer. Je leur montre que ça fonctionne, que ça marche, que ça aide. Ça aide à se comprendre, ça aide à prendre ses décisions, ça aide à vivre mieux ce qu'on a à vivre, à savoir mieux ce dont on dispose pour se réaliser. Comment ça fonctionne, ça j'en sais rien. Je leur montre toujours tous les liens entre le côté mythologique, quand je leur explique les planètes, entre la mythologie, l'astronomie, l'histoire, pour montrer que tout est en lien et que c'est un langage symbolique avant tout. Donc vous préférez, enfin je ne sais pas exactement ce que dit l'astrologie humaniste à ce sujet, mais enfin vous préférez dire que c'est une forme que nous fonctionnons d'après les mêmes lois que le cosmos, ou est-ce que c'est le cosmos qui nous influe, ou, je sais pas, il y a plusieurs... Non, je pense que c'est plus une résonance, c'est le terme qu'emploie Jean-François Berry. Voilà, Jean-François Berry, oui. Je trouve que c'est vraiment j'ai écouté il y a quelques jours. Oui. C'est une résonance, c'est pas une influence, je pense pas que ce soit les planètes qui influent d'une façon ou d'une autre, mais il y a une résonance, Et donc par conséquent, ce sont des comment dirais-je, ce sont des énergies, c'est des mots que vous utilisez, le mot énergie, ou comment à votre avis, par exemple, les hommes ont trouvé, par exemple, les nouvelles planètes, est-ce que ça vous fait un problème, les nouvelles planètes? Vous voulez dire les transsaturniennes? Oui, est-ce que ça fait un problème, et quel est leur statut? Je crois que c'est très important, mais en même temps... Moi, ce que je trouve justement fantastique, c'est d'étudier le contexte où elles ont été découvertes. Oui, voilà. Oui. Uranus, c'est au moment de la Révolution française, de l'indépendance des États-Unis, la découverte de la montgolfière. Donc, Uranus est complètement en lien avec tous ces changements, ce besoin de liberté, de révolte. Pluton qui a été découvert au moment du grand krach de Wall Street. Plutos le riche qui nous parle des richesses et qui souvent nous dépouille des richesses matérielles pour peut-être nous faire prendre conscience d'autres richesses plus essentielles, plus intérieures, plus spirituelles. Et alors justement, ce fameux Pluton Capricorne, à votre avis, qu'est-ce qu'il nous annonce ou qu'est-ce qu'il reflète? Mais là, ce qui est intéressant, c'est le carré que ça fait dans le ciel, le carré hanté, puisque depuis novembre 2008, on vit l'opposition de Saturne à Uranus.
puis maintenant, il y a Pluton qui se met entre les deux. Il y a déjà Jupiter qui vient rejoindre Uranus, et puis Pluton qui se met en carré, qui ajoute... par où je vais passer peut-être. Ah, je ne sais pas. Ça va être plus direct. Donc là, c'est vraiment un moment crucial. Hein. On arrive à... Ah bon? D'accord, donc vous êtes d'accord avec cette idée que les configurations nous... Mais alors vous dites que vous ne faites pas de prévision, mais malgré tout, vous avez le sentiment que ça serait étonnant qu'il ne se passe pas des choses décisives, c'est ça que vous voulez dire? Bien sûr, hein, sans faire de Vous attendez quelque chose d'important? Oui, bon, de toute façon, moi je travaille plus au niveau individuel, au niveau humain. Jupiter-Uranus, c'est toujours un nouveau départ, tous les 13-14 ans. Un nouveau départ au niveau social, professionnel, humanitaire, religieux, un changement avec Uranus de toutes les croyances, de tous les conformismes, de l'éducation. Jupiter, je ne sais pas si je passe là. Et c'est en même temps l'opposition Saturne-Uranus, donc c'est le résultat, c'est la moitié du cycle, cycle qui a débuté en 88. Ah, voilà. C'est en même temps l'opposition Jupiter-Saturne, donc le résultat de ce qui a débuté en mai 2000, à 23 taureaux. Donc c'est des moments clés de ces grands cycles-là. Jupiter-Saturne, les planètes sociales, donc comment reprendre sa place dans la société. Alors, je vais vous poser une dernière question, parce que est-ce que ces choses-là, donc, qui sont importantes, est-ce que c'est un mouvement de longue durée qui va marquer profondément les choses, ou bien est-ce qu'au fond, au bout de quelques années, on reprendra un peu, on réparera ce qui s'est détruit, par exemple, on reconstruira ce qui s'est un peu désuni. Est-ce que vous avez une philosophie comme ça où on est entré dans une période longue, pour des raisons diverses, longue de transformation qui vont modifier le monde, ou est-ce que c'est simplement quelque chose finalement qui est de l'ordre de la routine, c'est-à-dire qu'il y a de temps en temps, bien entendu, des remises en question, des reconsidérations. Quelle est l'importance que vous accordez à... Parce que vous dites que c'est quand même un moment important. Est-ce qu'il est si important que cela, finalement? Oui, je pense, mais... Il est si rare que ça. C'est toute l'opposition Saturne-Uranus, là, qu'on vit depuis novembre 2008, hein, très précisément depuis l'élection de Barack Obama. Et oui. Tout le conflit entre le besoin de sécurité avec Saturne et le besoin de changement avec Uranus. Ce que j'ai trouvé assez extraordinaire, c'était le slogan de Besancenot aux élections régionales, tout changer, rien lâcher. C'était complètement Saturne-Uranus. On voudrait bien changer tout ce qui ne nous plaît pas, mais surtout rien lâcher des acquis et de la sécurité. Bon, c'est pas possible, quoi. Et avec Pluton en Capricorne, là, ça met vraiment... ça ajoute... il y a un côté saturnien aussi dans le Capricorne. Un côté d'aller à l'essentiel. Non, mais donc finalement, je vais vous poser une question. Est-ce que dans 10 ans, par exemple, il y a la crise de l'euro, il y a la crise de l'Europe, est-ce que l'Europe va se relever? Est-ce qu'à un moment donné, elle va se reconstituer autrement, sur de nouvelles bases? Je sais pas. Ça, j'en sais rien du tout. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un besoin de transformation vraiment profonde à tous les niveaux. Oui. Maintenant, comment... La peur du changement avec Saturne, comment... Parce que la transformation, elle peut aller dans deux sens différents. Elle peut aller vers plus d'unification, plus d'intégration, ou au contraire, plus d'autonomie. Donc, c'est quand même ça qui nous intéresse, c'est de savoir si ça va dans un sens ou dans l'autre. Eh oui. Donc pour vous, on va à court terme vers une dislocation de l'Union européenne ou de la zone euro, ou est-ce qu'on va vers une intégration plus forte? Je ne sais pas du tout. Là. Est-ce que justement la peur du changement, la résistance sera la plus forte, ou est-ce que la conscience planétaire va faire qu'on va vraiment changer? Bon, il y a aussi
cette fuite du pétrole Ah golfe oui, du ça Mexique. vous paraît symbolique, ça, oui. Ben, c'est très symbolique, hein, c'est complètement en lien avec Pluton, avec les richesses du sous-sol, l'or noir, Oui, oui, et aussi la prise de conscience de plus en plus importante que ces ressources ne sont pas inépuisables et qu'il faut aussi penser à d'autres ressources plus propres. Mais est-ce que l'humanité est prête ou pas? Ça, c'est une autre histoire. Alors là, ça doit être compromis. Et ultime question, parce qu'on est arrivé et puis que ma caméra aussi n'est plus. Est-ce que l'ère du Verseau, ça vous parle ou pas, Madame Belin? Oui, mais bon, c'est une période tellement large, tellement longue. On est dans la transition entre l'ère du Poisson et l'ère du Verseau, mais est-ce qu'on est déjà entré dans l'ère du Verseau? Sûrement pas tout à fait. On est dans le virage, quoi. On est dans la transition. Mais bien sûr, ça fait partie de tout un ensemble de prise de conscience à faire.